Pour le dire vite, les grands gagnants ont été les pauvres et la classe moyenne en Asie, et les grands perdants, les classes moyennes inférieures du monde riche. 44% des gains absolus de 1988 à 2008 vont aussi aux 5% les plus riches, qui se taillent donc une part pachydermique du gâteau. La courbe de l'éléphant, dont l'auteur est avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Branko Milanovic. Merci beaucoup. Vous êtes l'auteur de ce livre qui a été traduit après 3 ans de succès aux États-Unis, Inégalité mondiale en français, qui vient de sortir en France. Et donc vous êtes ancien chef économiste de la Banque mondiale et vous enseignez, vous êtes professeur et chercheur à la City University of New York. Alors, Branko Milanovic, vous êtes aussi francophone et merci d'être avec nous. Oui, merci de m'inviter. Vraiment, c'est un plaisir d'être à Paris et surtout, c'est un plaisir d'être ici chez vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque vous parlez de part pachydermique, il y a la courbe de l'éléphant. C'est quoi cette courbe de l'éléphant et comment, avec des statistiques très arides compilées au niveau mondial, on arrive à faire quelque chose qui est l'objet d'un débat mondial? Oui, vous savez, j'avais de la chance parce que quand j'ai fait les statistiques au premier abord, d'ailleurs, j'étais très, disons, pas surpris, mais très impressionné quand j'ai vu la courbe d'éléphant première fois. C'était en 2012. D'ailleurs, je me rappelle vraiment le jour même, c'était au mois de juillet de 2012 que je l'ai vu la première fois. Mais je suis très reconnaissant à cet inconnu, que je connais, bien sûr connais pas, cet inconnu qui a eu l'idée de mettre l'éléphant dans la courbe. Alors vraiment, c'est grâce à lui que ça s'appelle courbe d'éléphant. Je n'ai pas eu cette idée de moi-même. Alors qu'est-ce que la courbe démontre? Comme vous avez dit, ça démontre sur le point le plus, disons, top du dos d'éléphant, c'est là que se trouvent les classes moyennes d'Asie. Alors les classes moyennes d'Asie, dans la distribution générale globale mondiale des revenus, elles ne sont pas très riches. Elles sont aux alentours de la médiane mondiale. Mais ces classes-là, vraiment, ont une période très bonne. La courbe ici s'arrête en 2008. Ensuite, on a une nouvelle courbe de 2011 et la troisième 2013. Alors, vraiment, la présence asiatique est plus forte, même par rapport à 2008. Alors, il y a un autre point qui est très bas. Ce sont là des gens, comme vous avez dit, les gens des classes moyennes européennes et américaines, qui vraiment sont plus riches que les Asiatiques encore, mais qui vraiment n'ont pas vu vraiment une augmentation de leurs revenus. Alors, 70% de ces gens proviennent des grands pays occidentaux comme l'Amérique, l'Allemagne, parce qu'on oublie très souvent l'Allemagne, vraiment, qui n'a pas eu une période très bonne pour la partie inférieure de sa distribution, et le Japon. Et le troisième point, ça c'est un peu la plutocratie, ce sont les gens de top 1%, et vraiment la plupart de ces gens sont bien sûr des pays riches. Quelque chose comme 7% français appartiennent à ce groupe-là, 12% des Américains, les autres. Alors, on vous a reproché parfois de faire cette trompe d'éléphant avec les 1%. En même temps, les 1%, c'est une masse d'argent assez importante, puisque vous le dites, le dos de l'éléphant sont des millions et des centaines de millions de gens. Ils sont juste sortis de la misère, c'est pas qu'ils sont devenus extrêmement riches. Et du coup, vous posez la question des inégalités. Ceux qui sont un peu dans le bas de la trompe de l'éléphant, c'est ceux qui n'ont pas pendant 20 ans vu leurs revenus augmenter, qui sont quand même plus riches que ceux qui sont sortis de la misère, mais qui stagnent. Et c'est cette tension dans la mondialisation, mais c'est pas forcément la faute des uns au détriment des autres, puisqu'il y a la question donc de la hausse qui est liée à la trompe de l'éléphant, c'est-à-dire de ceux qui sont extrêmement riches et qui viennent de tous les pays. Absolument. Les extrêmement riches, c'est les top 1%, vraiment. La courbe d'éléphant, en quelque sorte, comment dirais-je, ne montre pas leurs gains d'une manière, disons, peut-être objective, dans le sens où leurs gains réels, absolus, étaient vraiment énormes. Vous avez d'ailleurs que 44% de l'augmentation de PIB mondial appartiennent aux 5% des plus riches. Et quelque chose, je pense, de 25% appartient à le centile le plus riche. Alors vraiment, quand on fait un peu une autre façon de regarder à ces gains, on prend vraiment le PIB mondial 1988, on regarde l'augmentation, alors la plupart de cette augmentation de PIB riche est appartenue aux riches. Bien sûr, une partie importante appartiennent à la Chine, Inde, Indonésie, etc. Mais comme leurs revenus étaient très inférieurs au début, le gain en pourcentage, en termes de pourcentage qui nous apparaissent très importants,
en termes absolus est relativement limité. Relativement limité. Oui. Hein. Alors, toute la thèse de la première partie de votre livre, c'est de se demander pourquoi est-ce que les théories de Simon Kuznets sur la réduction des inégalités qui, normalement, inévitablement, suit la prospérité d'une société, ne jouent plus dans nos sociétés riches. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les inégalités sont reparties à la hausse? Oui, c'est absolument vrai, mais je pense, si vous me posiez par exemple, je répondrai à la question de Kuznets, mais si vous me posiez la question qui est vraiment, quelle est la contribution la plus importante de livre, alors je vous dirais que vraiment, peut-être c'est le premier livre qui regarde d'une manière empirique le monde en tant que tel, comme une seule unité. Alors là, pour le monde, on n'a pas de théorie de développement de n'importe quelle courbe, c'est-à-dire de l'inégalité, parce que c'est totalement quelque chose de totalement nouveau. À propos de Kuznets, bien sûr, il avait une théorie qu'il a formulée dans les années 50, même au début des années 60, et qui disait que les pays, au fur et à mesure qu'ils deviennent plus développés, ils auraient une augmentation des inégalités, parce que bien sûr, il y a le transfert de la main-d'œuvre de l'agriculture vers l'industrie, etc. Alors là, bien sûr, les occupations industrielles sont beaucoup plus diversifiées, mais ensuite, si vous continuez à vous développer, bien sûr, il y aura une diminution, il dit, parce que le part de capital diminuerait, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont très bien qualifiés, alors la différence entre les salaires des qualifiés et non qualifiés va se réduire. Et troisièmement, il y avait le changement démographique, les gens vont demander aussi les pensions, ils vont demander allocation chômage, etc. Alors ça marchait très bien. Maintenant, on le sait mieux qu'au terme de Kuznets, parce que vraiment, quand vous regardez les données historiques de France, Angleterre, Amérique, jusqu'à à peu près les années 80-90. Mais ensuite, on a une très forte augmentation. Alors, cette augmentation-là, vraiment, il est c'est impossible de vraiment le mettre dans le framework, dans le cadre originel de Kuznets. Alors, c'est pour ça que je parle des ondes de Kuznets. C'est-à-dire, je pense qu'on est maintenant dans la deuxième onde, c'est-à-dire dans la deuxième vague de Kuznets, et qu'il a vu la première, et maintenant, on est à la deuxième. Ouais, vous dites qu'il y a effectivement trois forces à l'œuvre. Il y a l'ouverture ou la mondialisation, la technologie, et puis les politiques de libéralisation. Vous appelez ça TOP, puisque c'est l'acronyme dans votre livre, qui en fait produit cette nouvelle vague qui augmente les inégalités. Et après, néanmoins, on ne voit pas de raison qu'elle baisse. Par contre, au niveau mondial, vous faites un constat différent, en fait. C'est ça l'intérêt aussi du livre. Oui, c'est l'intérêt du livre, comme je viens de le dire, parce que je pense que la première fois qu'on regarde vraiment le monde comme une seule entité, alors on constate vraiment des choses qui sont très différentes par rapport aux choses qu'on voit au niveau national. Et je dis très souvent à mes étudiants par exemple, quand vous rentrez du monde de niveau national au niveau mondial, c'est comme si vous passez de 2 dimensions à 3 dimensions, parce qu'on voit les choses différemment. Par exemple, les classes moyennes occidentales sont en train vraiment de perdre de l'importance. Le nombre de gens qui sont classe moyenne diminue. Les revenus par rapport aux revenus moyens est en train aussi de se rétrécir. Mais d'autre part, pour la première fois depuis probablement 200 ans et même peut-être plus, on a le commencement et l'avènement de quelque chose qu'on pourrait appeler de la classe moyenne globale. Alors vraiment, on a là deux mouvements qui apparaissent paradoxaux, qui apparaissent l'un contre l'autre, mais qui s'expliquent très bien dans le cadre mondial. Alors vous dites aussi que dans l'histoire, les inégalités sont des moteurs de conflits et de guerres très forts, et c'est la raison pour laquelle il faudrait combattre ces inégalités notamment. Mais là, vous êtes en désaccord avec Thomas Piketty qui préface votre livre, qui insiste sur la politique fiscale. Vous dites, dans un monde ouvert, c'est très difficile de taxer les capitaux qui peuvent circuler librement, et vous avancez d'autres pistes. Oui, vous savez, bien sûr, c'est une question d'accent qu'on y met. Vous avez d'ailleurs, je mets l'accent bien sûr sur les forces, la technologie, l'ouverture et les politiques économiques. Beaucoup de gens, et d'ailleurs je suis d'accord avec eux, comme Thomas et d'autres, mettent vraiment entre les trois. Ils se disent vraiment que ce sont les politiques économiques qui ont été les plus responsables, parce que bien sûr, on a changé beaucoup de choses, comme vous le savez, en France. C'est Mitterrand qui a commencé à les
alphabétisation, réduction des impôts, etc. Ça continue ensuite avec Chirac, Sarkozy et les autres. Mais des autres mettent beaucoup plus d'accent sur la technologie. C'est-à-dire il y a la technologie qui a remplacé le travail de routine, les gens plus éduqués, bien sûr, ils travaillent avec les computers, etc. Mais à mon avis, d'ailleurs je ne peux pas démontrer que c'est vrai, mais à mon avis vraiment c'est l'ouverture, ou disons la mondialisation qui était la plus importante, parce qu'il me semble que le cadre de la mondialisation déterminait qu'est-ce qui serait profitable du point de vue technologique et quelles sont les politiques économiques que vraiment les États peuvent conduire. Alors, dans ce sens, comme vous venez de le dire, je suis un peu plus sceptique sur l'habilité de l'État moderne d'utiliser des politiques que cet État a fait dans les années 70 ou plus tard. Maintenant, les choses ont changé, mais ça ne signifie pas que l'État n'a pas un rôle à jouer. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce développement. Il est évident que ce n'est pas grand-chose par rapport à la richesse de votre livre. Donc, pour en savoir plus, Inégalité mondiale, le destin des classes moyennes, des ultra-riches et l'égalité des chances, préfacé par Thomas Piketty. Et merci beaucoup d'être venu à Xerfi Canal. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci pour m'avoir invité ici.